Et comme vous allez voir aujourd'hui, une bonne partie de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses que Cara va faire. Donc, Cara va vous emmener à faire de l'analytique prédictive également. Donc, c'est un peu qui on est rapidement. Juste pour clarifier les choses, pour être certain qu'il n'y a pas de malentendu, là, il va y avoir 2 courriels qui vont être envoyés suite à ce webinaire-là. Donc, le premier va être vraiment tout de suite après que ça va se terminer, là, vous allez, une trentaine, 30 minutes, 1 heure après le webinaire. Vous allez recevoir, dans le fond, c'est un courriel pour un sondage. Ça prend 1 minute ou 2 à remplir. Si vous avez le temps de le remplir, ça nous fait vraiment plaisir parce que ça nous aide à nous améliorer et savoir les points qui sont à changer ou modifier. Donc, si vous avez le temps, ce serait très apprécié. Et le deuxième courriel qui va vous être envoyé, c'est vendredi cette semaine. Vous allez recevoir un lien pour télécharger la présentation que vous allez voir aujourd'hui, puis la vidéo si vous voulez la réécouter également ou la partager avec des collègues. Notre prochain webinaire, comme je vous dis, on va voir, mais c'est le 3e webinaire d'une série de 4. Donc, le prochain va être le 15 décembre, va s'intituler l'analytique RH, une alliée de votre stratégie de rétention. Donc, vous allez pouvoir vous abonner, vous inscrire plutôt pour y participer. Gauthier, mon collègue, va vous mettre un lien bientôt là, dans le chat si vous allez vous inscrire tout de suite. Nos prochaines formations, ceux qui feraient partie de l'ordre des CRHA peuvent avoir des crédits d'éducation continue, je pense que ça s'appelle, de l'ordre des CRHA en vous inscrivant à cette formation-là. Ces formations-là ne sont pas gratuites, par contre, sont payantes, mais c'est possible de vous enregistrer pour avoir vos crédits là, avec l'ordre des CRHA aussi. Donc, prochaine formation sur l'analytique RH, comment l'utiliser en tirer profit, les 7 et 8 décembre. Donc, voici très rapidement là, les 4 webinaires qu'on fait sur la série qui est la grande démission. Donc, chacun abordait une partie de la grande démission. Donc, aujourd'hui, on est vraiment au 3e. Donc, on est dans l'analytique prédictive beaucoup plus. Et on va en avoir là, le 4e qui va être comme un genre un peu là, de recap, si je peux me permettre, là, de ce qu'on a vu jusqu'à date. Puis, on va aborder plus les solutions qui sont disponibles pour mettre un frein à cette grande démission-là pour améliorer notre rétention. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Si vous avez manqué les 2 premiers webinaires, on va faire ça très rapidement, là, mais le premier webinaire de septembre s'intitulait l'analytique RH pour vous aider à mieux cibler. Et là, vraiment, on mettait les bases là, de l'analytique RH, pourquoi ça prend l'analytique RH, comment l'analytique RH peut vous aider à dresser un portrait qui est fidèle et complet de votre entreprise pour comprendre ce problème de rétention-là ou ces démissions-là, d'où ce qu'elles viennent, comment ça fonctionne. Déjà, avec ça, on était capable de mettre quelques pistes de solutions, à savoir, bon, peut-être qu'on pourrait essayer de mettre des choses en place, des programmes en place ou adresser certains groupes qu'on avait ciblés, qu'on avait vus grâce à l'analytique, donc pour essayer d'améliorer notre rétention. En octobre, le webinaire s'appelait l'analytique RH à l'écoute de vos employés. C'était avec André aussi, mais Claudia aussi cette fois-là. Et là, on a vraiment parlé des sondages, donc d'aller chercher vraiment une donnée, ajouter une donnée qui est plus qualitative à notre donnée déjà existante, qui souvent va venir de notre SIRH, par exemple, grâce à l'analytique RH, pour croiser ces données-là ensemble. Et l'idée de pouvoir aller chercher je dirais, une connaissance directement sur le terrain, c'était justement de pouvoir confirmer, valider les hypothèses qu'on a développées suite à notre analyse, puis vraiment de raffiner notre conclusion. C'est vraiment de l'information du terrain qu'on peut aller chercher en continu pour voir comment ça se développe, comment la situation se développe sur le terrain, puis si on est en train si les programmes qu'on a mis en place ont les résultats qu'on voulait. Donc, en gros, c'était ça. Donc, si on prend un pas de reculons peut-être pour analyser un peu plus comment ça vient, tout ce qu'on fait là, ces webinaires-là, comment ça vient s'inscrire dans le continuum de l'analytique. Donc, le premier où on parlait d'indicateurs d'analytique RH en septembre, c'était vraiment, on était au niveau du tableau de bord. Avec les sondages, on était ici. Donc, on montait le continuum de l'analytique. Mais dans les 2 cas, on est vraiment du côté descriptif de l'analytique. Hein? Donc, on essaie de répondre à la question, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, là? On veut vraiment avoir la base. Et il y a le mur de l'analytique qui est ici. Ce que ça veut dire, le mur, c'est que pour traverser le mur, ça vous prend autre chose. Vous ne pourrez pas faire ça sur Excel, vous ne pourrez pas faire ça sur des napkins. Quand on a le côté descriptif, on peut se débrouiller, je vous dirais, avec pas grand-chose. Quand on arrive dans le côté plus analyse, donc à droite du mur du continuum de l'analytique, il faut s'organiser. Ça va prendre au moins une personne, idéalement même peut-être une petite équipe. On va avoir besoin de technologie pour nous aider. Par contre, là, on change complètement. Plutôt d'être réactif, de regarder ce qui s'est passé, puis comprendre ce qui s'est passé dans le passé, on est vraiment dans l'analyse. Donc, on veut répondre à la question
pourquoi c'est arrivé. Là, on le sait que c'est arrivé, mais on va répondre à la question pourquoi. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, vous le voyez, on est plutôt là, en haut du continuum, donc dans la prédiction et la prescription. Donc, juste mettre un peu en contexte comment tout ça vient s'intégrer dans le continuum de l'analytique. Donc, André, je pense que ça fait le tour de mon côté. Oui. Oui? Oui, oui, ça fait le tour, Mathieu. Je vais partager mon écran pour être certain que... Voilà, je vais me mettre en mode présentation. Mathieu, peux-tu juste me confirmer qu'on voit mon écran? On voit ton écran, mais pas en mode présentation. OK, on recommence. Et là? Oui, là, on est en mode présentation. Par contre, je pense qu'on ne t'entend plus, André. Ah, je pense que tu es revenu. M'entends-tu, là? Oui, là, je t'entends. Numéro 1. Eh, boy. Bon, OK. On en a parlé dans le webinaire de septembre, là, que le roulement, ça coûtait cher. On avait même regardé là, comment estimer le coût du roulement. Mais juste pour revenir rapidement, dites-vous que le coût d'une personne qui quitte, c'est souvent supérieur à 100 du salaire annuel d'un employé. Là. Puis ça comprend là, le recruter, le sélectionner, le former et le développer dans notre organisation. Il y a des coûts aussi moins tangibles, comme la perte de savoir, la diminution de satisfaction des clients. En plus, la contagion du roulement, là, parce qu'on sait que le roulement, c'est comme une maladie, hein, ça peut devenir contagieux dans une organisation. Fait que ceux qui seraient intéressés à voir là, comment ça se calcule, bien, vous pourrez aller revisionner là, le webinaire de septembre, là, on en parlait de ça. En partant avec la prémisse que le roulement, ça coûte cher, mais maintenant, comment on pourrait prévenir ça, ces départs-là dans notre organisation? Fait que j'ai mis un petit plan un peu sur comment on peut y arriver. Là. La première étape, c'est de bien analyser le roulement volontaire. On a-tu vraiment un problème de roulement dans notre organisation? Si on n'a pas de problème de roulement, là, on ne commencera pas à vouloir développer un modèle pour prédire le roulement. Donc, on analyse bien notre roulement volontaire. Ensuite, en faisant ça, on est capable aussi de mieux comprendre les prédicteurs de roulement, donc les facteurs qui amènent les départs dans l'organisation. Quand on a nos prédicteurs, on peut ensuite amener ça sur les personnes dans notre organisation qui sont toujours là et voir ceux qui seraient peut-être plus à risque de quitter. Et ensuite, la dernière étape, c'est de pouvoir prescrire des actions pour minimiser le risque de départ. Donc, bâtir là, des programmes de fidélisation. Bien analyser le roulement, vous pourrez retourner là, dans le webinaire de septembre. On en parlait amplement. Cependant, juste pour revenir un peu là-dessus, là, c'est le roulement volontaire qu'on regarde. Donc, les démissions, surtout. On pourrait peut-être être intéressé de regarder les retraites, mais je dirais qu'on est davantage là, sur les démissions. Donc, pas du tout sur le roulement involontaire. Et dans notre roulement volontaire, on a tout le temps du roulement qui est regrettable versus du roulement qui est non regrettable. Le roulement regrettable, c'est quand on a une personne qui démissionne puis on aurait voulu garder cette personne-là. Là. Donc, ça, c'est vraiment le roulement regrettable. Fait qu'il faut tenter de cibler ces départs-là. Sachez que les causes et les prédictions du roulement, là, c'est pas Saint-El là, avec Cara qui a commencé à parler de ça en 2020. Là. Ça fait plus de 100 ans qu'il y a des recherches qui sont faites dans les organisations sur le roulement. Et je vais vous présenter tout à l'heure une méta-analyse qui a été développée en 2017. Vous allez pouvoir comprendre là, que des prédicteurs de roulement, là, ça existe. On est capable de les connaître, puis on va en parler un petit peu plus loin. Fait que, 3 analyses que vous pourriez faire, là, c'est le pourcentage de vos employés qui proviennent de roulements regrettables. Vous pourriez analyser les causes de ce qui amène les gens à quitter. Bon, c'est sûr que pour ça, des fois, on a des entrevues de départ. C'est une bonne source d'information. Mais dites-vous aussi que vous avez des données dans votre système d'information RH. Puis ces données-là, on peut les corréler avec les départs. OK? Donc, c'est ça qu'on tente de faire. Là. Puis là, bien, prévoir qui est à risque de quitter. Il ne faut pas oublier de calculer l'impact sur l'organisation de ça. OK? L'impact, c'est le coût du roulement. Donc, c'est important de garder en mémoire, de calculer votre coût du roulement.
Pour ceux qui se demanderaient, là, c'est quoi une méta-analyse, là? Ben, dites-vous que c'est une méthode scientifique qui combine les résultats de plusieurs de séries d'études indépendantes qui ont été faites sur, dans ce cas-ci, le roulement. Et ce que ça fait, ça, c'est qu'on vient voir tout ce qui a été fait durant les années, puis là, on analyse ça et on est capable là, de ressortir des conclusions qui vont être étudiées globalement. OK? Fait que donc, si on regarde maintenant les prédicteurs de roulement, je voulais vous parler de cette méta-analyse-là de Rubenstein, Eberle, Leal et Mitchell qui a été publiée en 2017. Vous avez juste à googler ça, puis vous allez la trouver, là. Dans cette analyse-là, dans cette méta-analyse-là, ce qu'on fait, on a découvert 57 prédicteurs de roulement. C'est sûr qu'il y a des prédicteurs qui sont davantage, qui ont un coefficient de corrélation beaucoup plus élevé que d'autres. Puis de ces 57 prédicteurs-là, il y en a 38 que c'est des prédicteurs là, qu'on peut utiliser dans tous les genres d'organisations. Donc, qui peuvent être utilisés autant, disons, dans le commerce de détail que chez un manufacturier, que dans une entreprise de service, autant dans la petite que dans la grande entreprise. Donc, ces 38 prédicteurs-là sont applicables un peu partout. Fait que, ce qu'on va regarder, c'est les catégories de ces variables-là. Il y a quand même plusieurs catégories. Puis les chiffres là, que j'ai mis en parenthèse, ben, c'est le nombre de prédicteurs par catégorie. Et le deuxième chiffre, c'est les prédicteurs qui sont applicables dans une variété de contextes, donc mes 38 là. Donc, on a les attributs individuels. Donc, ça, c'est les plus simples, selon moi. C'est ceux qui sont vraiment liés à l'employé et la majorité, OK, de ces attributs-là là, sont dans votre système d'information RH. On a l'aspect relié à l'emploi, le type d'emploi. OK? Donc, on a 10 prédicteurs qui sont reliés à l'emploi. L'attitude professionnelle traditionnelle. Ça, c'est tout ce qui est en lien avec la satisfaction, l'engagement. OK? Les conditions personnelles plus récentes, ça, c'est des trucs qui ont été ajoutés dans cette méta-analyse-là, qui n'étaient pas là dans celle de 2010. Et ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'agilité, le stress. OK? Donc, ça, c'est des conditions qui sont plus récentes, OK? Et qu'on a analysé là, leur effet sur leur roulement. On a le contexte organisationnel, bien entendu, donc le climat, la culture, tout ce qui est en lien avec la rémunération. L'interface personne-contexte, ça, on est davantage là, dans ce qu'on appelle le fit de la personne dans l'organisation, son encadrement, le leadership, la ligne floue là, entre la vie personnelle et le travail. Les conditions externes du marché, bien entendu, il y en a un prédicteur là-dedans, et c'est tout ce qui est en lien avec l'économie, avec le taux de chômage, etc., donc la disponibilité des emplois. Le retrait comportemental, ça, c'est vraiment là, quand la personne elle a l'intention de quitter. OK? Ça, c'est le plus grand prédicteur du roulement. Donc, la personne n'a pas décidé de quitter, mais dans sa tête, elle a une intention de quitter. On verra un peu rapidement là, comment on peut aller chercher cette intention-là. Et la dernière catégorie, c'est les comportements des employés. Donc, quand on parle de comportement, c'est leur absentéisme, leur performance dans l'organisation. Est-ce qu'ils sont en retard de temps en temps? Fait que voilà, là, ça, c'est les grandes catégories. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder chacune des catégories et j'ai sorti pour chacune des catégories les prédicteurs qui étaient les plus corrélés, OK? Donc, les prédicteurs là, qui étaient, qui étaient les meilleurs prédicteurs, si on veut. Là. Donc, le premier, là, c'est vraiment l'ancienneté. Donc, plus l'ancienneté de l'employé est élevée dans l'organisation, puis là, je parle bien dans l'organisation, moins les chances de quitter sont grandes. OK? Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que vous devriez se focusser sur vos employés qui sont là depuis peu. OK? C'est eux qui sont le plus à risque de quitter. Pour ce qui est de l'âge, OK? C'est les employés plus âgés sont moins susceptibles de démissionner. OK? Puis ça viendrait du fait que l'idée que les jeunes travailleurs ont des attentes plus élevées, peut-être même voire irréalistes là, par rapport aux travailleurs plus âgés en ce qui concerne leur attente via leur employeur. Donc,
Ça aussi, on en a deux, là, que c'est facile, là. L'ancienneté puis l'âge. Le troisième, c'est des enfants à la maison. Donc, plus il y a d'enfants qui sont encore à la maison, moins les chances de démissionner sont grandes. Ah, ça c'est, hein? Mais cependant, il faut faire attention parce qu'on va voir, il y a un autre prédicteur tout à l'heure qui est la charge de travail ou les heures travaillées. Si la charge de travail est trop grande, quand tu as des enfants à la maison, ah ben là, ça change la donne. OK? La stabilité émotionnelle d'une personne, ça, c'est vraiment un trait de personnalité qu'on va venir quantifier ou qu'on va venir découvrir avec un test. Puis la stabilité émotionnelle, là, c'est plus que la personne est stable émotionnellement, moins elle risque de démissionner. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire là, par la stabilité émotionnelle? C'est vraiment les gens, les individus qui sont calmes, sûrs d'eux, qui n'ont pas une humeur changeante. La conscience professionnelle, c'est un autre trait de personnalité. Donc, les gens qui ont une haute conscience professionnelle, bien, ils ont moins de risques de quitter. Ça aussi, une personne qui a une haute conscience professionnelle là, est définie un peu comme une personne qui est fiable, qui est organisée, qui est persistante, qui est orientée vers la réussite. Finalement, un autre attribut individuel là, qui est important, c'est la Fait que ça, c'est des attributs individuels, des attributs qu'on peut aller chercher chez Pardon, André, l'employé. t'as Oui, coupé, on t'a perdu peut-être un 4-5 secondes. Là. OK. Fait que là, je vais vous parler d'un peu d'attributs individuels qui sont un peu moins corrélés, mais qui vaut peut-être la peine de regarder. Donc, l'état civil, si l'employé est marié ou a un conjoint là, ou est en couple, le risque de départ baisse par rapport à une personne célibataire. Aptitudes et compétences, ça, je l'ai mis en rouge parce que par rapport à 2010, ça l'a changé. OK? Ça, là, ça a même changé de devenir une corrélation positive, c'est devenu une corrélation, au lieu d'être une corrélation négative, c'est devenu une corrélation positive. Donc, ça l'accentue le roulement. Donc, plus l'employé a les aptitudes et les compétences pour l'emploi, plus son risque augmente. Puis ça, c'est nouveau par rapport à l'étude de 2000. C'est probablement dû aux conditions externes, parce que si on se replace, là, 2017, on commençait à parler là, de pénurie de talent. OK? Donc, on parle là, de beaucoup d'alternatives de postes d'emploi dans les organisations. Donc, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, plus tu as des aptitudes et des compétences pour l'emploi dans lequel tu es, plus tu as des risques, ton risque de quitter augmente. Éducation, ethnicité et genre, c'est des très, très petites corrélations. Mais ces corrélations-là, surtout pour l'ethnicité et le genre, vont augmenter quand les gens sont dans une équipe homogène. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une personne de diversité ethnique qui entre dans une organisation qui est majoritairement une organisation blanche, ben son risque de départ augmente. Même chose pour une femme qui arriverait, ou un homme, là, qui arriverait dans une organisation à majorité femme ou à majorité homme, ben, si on n'est pas du même genre que la majorité, ben, notre risque de départ augmente. OK? C'est pour ça qu'il faut tendre à avoir, je dirais, un indice de diversité qui est stable. Donc, avoir le 50-50 au niveau des genres, avoir de la diversité là, qui est bien équilibrée dans notre organisation, fait en sorte qu'on baisse les risques de départ. Maintenant, si on regarde ceux qui sont en lien avec l'emploi, OK? C'est certain que la paye, OK? Donc, le salaire de base, là, je ne parle pas d'avantages sociaux ici, je parle vraiment de la paye. Ça a un effet là, sur les départs. Plus le salaire est élevé, moins les chances de quitter sont grandes. Mais là, il faut avoir aussi la notion de justice là, dans l'organisation. Mais
c'est pour ça qu'on voit là, dans les commerces de détail, qu'on voit dans la restauration, les salaires minimums, là, il y a beaucoup de roulement. Le roulement est beaucoup plus élevé dans ces secteurs d'activité-là. Puis, il y en a beaucoup, c'est relié vraiment à la paye. Les autres facteurs qu'il y a, c'est l'ambiguïté du rôle. Donc, plus c'est ambigu, plus que notre rôle est ambigu dans l'organisation, plus le risque de démission augmente. C'est quoi l'ambiguïté? C'est quand les attentes ne sont pas claires. OK? Donc, pour un employé, si les attentes, les objectifs, ce n'est pas clair, ben, le risque de démission augmente. La même chose avec les conflits de rôle. OK? Plus c'est conflictuel, plus les risques de démission augmentent. Ça, c'est l'incompatibilité là, entre les attentes de l'employé versus son rôle réel dans l'organisation. Le quatrième, c'est les heures travaillées et la charge de travail. Ça, il n'est pas intuitif. OK? On va le regarder. Là, c'est plus les heures travaillées augmentent, plus le risque de démission diminue. Il faut faire attention ici. Là. Les heures de travail augmentent. C'est quelqu'un qui est à temps partiel à 20 heures semaine versus quelqu'un qui est à temps plein. Bien, les personnes à temps partiel, bien entendu, ont un risque de départ beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est à temps plein. Il faut voir aussi que quelqu'un qui a une charge de travail, quelqu'un qui cherche de la job à faire à longueur de journée, OK? Donc, sa charge de travail n'est pas continue, sa charge de travail n'est pas bien répartie ou sa charge de travail est moindre. Lui aussi, cette personne-là va être à risque de quitter. Les gens qui font du temps supplémentaire, mais qui le font de eux-mêmes, OK? Que ce n'est pas demandé, obligé par l'organisation, leur risque de démission diminue. Mais pas pour les cas où les gens ont des jeunes familles, donc des enfants à la maison. Fait que ça, c'est ici là, où on a deux choses qui sont en contradiction. OK? Les familles, les employés qui ont des jeunes enfants à la maison, le risque de départ diminue, mais s'ils sont une charge de travail excédentaire et que c'est vraiment trop, bien là, leur risque de démission augmente. OK? Fait que il faut faire attention avec ces facteurs-là. L'attitude professionnelle traditionnelle. Bon, ça, c'est vraiment ce qui est en lien avec l'engagement organisationnel, la satisfaction au travail. Fait que, bien sûr, plus l'engagement est élevé, moins le risque de démission est grand. Plus la satisfaction est élevée, moins le risque de démission est grand. Hein? Mais on a d'autres satisfactions. Quelqu'un qui est malheureux dans sa vie, OK, qui a une insatisfaction générale dans sa vie, son risque de démission augmente. Puis ça, on l'a vu, on le voit là, suite à la pandémie. Là, les gens ont eu le temps de penser, ils ne sont pas heureux, puis ils ne sont pas heureux dans leur travail, mais ils ne sont probablement pas heureux dans leur vie. Fait que là, ils cherchent un nouveau départ. Là. Puis on a aussi autre engagement, ça c'est les autres engagements, ce n'est pas nécessairement ton engagement envers le travail, mais c'est peut-être ton engagement envers tes collègues de travail, ton engagement envers ta profession. Tu veux faire progresser ta profession. Donc, tu sais, tout ce qui est autour du travail, bien, si ça c'est élevé, bien, tes risques de démission est moins le risque de démission est grand. Fait que là, tu sais, on voit qu'il y a vraiment là, un lien entre la satisfaction, l'engagement puis le désir de rester. Des conditions personnelles plus récentes, donc des choses là, qui sont arrivées dans les dernières années, disons depuis 2017, là, plus une personne est agile et a une bonne capacité d'adaptation, moins elle risque de démissionner. Puis ça, c'est probablement arrivé là, avec les changements qui sont de plus en plus rapides. Donc, quelqu'un qui est agile, ben, va avoir une meilleure capacité d'adaptation, donc moins un grand risque de démissionner. Le stress et l'épuisement. Plus le stress augmente, plus le risque de départ augmente aussi. Hein? Mais cette corrélation-là, départ-stress, là, elle s'est vraiment accentuée depuis 2000. Donc, le coefficient de corrélation a augmenté depuis 2000. Bon, puis là, je vais vous parler des auteurs. Ce n'est pas moi qui dis ça, parce que je ne voudrais pas froisser personne. Mais les auteurs se posent la question, est-ce que les nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail sont-elles moins bien préparées à la gestion du stress?
est-ce que la ligne qui est de plus en plus floue entre le travail et la vie personnelle, est-ce que ça fait augmenter le stress? Parce que ils ont été capables de nous dire, c'est que les jeunes générations sont de plus en plus stressées par le travail, comparativement à ce qui étaient les générations précédentes. Donc, puis là, je parle là, de la fin des Y, là, pas les débuts des Y, mais la fin des Y et les Z. Là. Ça, eux autres sont vraiment beaucoup, beaucoup plus stressés par le travail. Donc, ça fait en sorte que les risques de départ augmentent. Le contexte organisationnel, ça va avec les récompenses offertes. Les récompenses, ici, je parle de tout ce qui est avantages sociaux, cheminement de carrière, plan de développement, heures de formation, etc. Donc, plus les récompenses offertes sont élevées, plus le risque de démission diminue. Le climat aussi, plus le climat est bon, plus le risque de démission diminue. Il y a une corrélation ici. Fait que, tu sais, travailler sur le climat, là, on le voit, là, le climat, la culture organisationnelle, c'est important là, parce que ça fait diminuer les risques de démission. La rémunération liée à la performance. Donc, ici, ce n'est pas relié avec l'ancienneté, c'est vraiment lié. Les gens ont l'impression que plus ils sont bons, plus ils travaillent mieux, ben, leur rémunération est liée à ça. Donc, ça, quand c'est présent dans une organisation, plus que le risque de démission diminue. Puis le soutien de l'organisation. Puis là, lisez comme il faut, plus le soutien. Oups, je ne voulais pas cliquer. Plus le soutien semble élevé, plus le risque de démission diminue. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'employé se sent soutenu. OK? Il sent qu'il contribue à la mission de l'organisation. Mais plus ce sentiment-là est là, plus le risque de démission diminue. L'interface personne-contexte, ça, c'est vraiment lié à l'adéquation personne-emploi, donc ce qu'on appelle le fit. Là. Plus le fit est bon, plus le risque de départ diminue. OK? Et ça, le fit, c'est nouveau aussi par rapport aux études d'avant. Puis on en parle de plus en plus aussi. Est-ce que la personne fit bien dans l'environnement avec les valeurs de l'organisation, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus corrélé maintenant que ça l'était par le passé. L'intégration dans l'emploi, ça revient beaucoup aussi avec l'engagement, mais plus l'intégration est grande, plus le risque de démission diminue. Puis qu'est-ce qu'on entend par intégration? Là? C'est est-ce que la personne a beaucoup d'amis dans ses collègues de travail? Est-ce qu'elle fait des activités à l'extérieur de l'organisation avec ses collègues de travail? Est-ce que la personne a des bonnes relations avec les clients? Est-ce que la personne participe aux activités du club social? Est-ce que la personne s'implique dans du bénévolat avec l'organisation? Donc, plus que la personne est intégrée dans son emploi, plus le risque de démission diminue. Le leadership, bien entendu, ça ne surprendra personne, mais plus le leadership est positif, plus le leadership est fort, plus que notre équipe de gestion, c'est une bonne équipe de gestion, plus le risque de démission diminue. Puis, conflit travail-vie personnelle, là, plus le conflit est élevé, plus le risque de démission augmente, c'est-à-dire plus c'est flou là, entre la vie personnelle, le travail, puis ce qu'on a vécu pendant la COVID fait en sorte que ça aussi là, amène un risque accentué là, de démission. Deux autres maintenant facteurs, les conditions externes du marché, puis ça, on le vit actuellement, là, c'est exactement ce qui se passe avec la pénurie de talents qu'on vivait avant la COVID, puis qu'on vit encore, puis qu'on va vivre jusqu'en, je pense, 2030, 2035, là, je ne veux pas vous décourager. Il y a plus d'emplois disponibles, bien, plus le risque de démission augmente. Puis ça, bien, vous ne pouvez pas rien faire pour ça, OK? Ça fait qu'il faut travailler sur les autres prédicteurs. Le retrait comportemental, ben, c'est l'employé a une attitude de retrait. OK? Donc, plus la personne a l'intention de partir, plus le risque de départ augmente. Comment on peut mesurer ça, l'intention de partir? Mais habituellement, dans un sondage de mobilisation, là, il y a une question
qui est lié à ça, là. Avez-vous pensé quitter l'organisation dans les derniers mois, etc. Là, on a une question de sondage qui peut être liée à ça et ça vient nous aider à mesurer ça. Mais ça peut être aussi mesuré, cette attitude de retrait-là, par le gestionnaire. Est-ce que l'employé semble moins donner son 100 %? Est-ce que l'employé semble moins heureux dans son travail? Fait que ça, l'attitude de retrait, le gestionnaire peut peut-être aussi tenter de l'évaluer. Très content. Il me semble qu'il me manque une slide. J'ai délité une slide sans le vouloir, mais il y avait aussi l'absentéisme. OK, j'ai bonne mémoire. L'absentéisme, une personne qui s'absente de plus en plus, dites-vous que le risque de départ augmente. Une personne qui est en retard de plus en plus, mais ça ne sera pas pour tous les contextes. Là. Ça va être dans les contextes où les retards là, sont vraiment scrutés. Là. Donc, plus une personne commence à être en retard, habituellement, ensuite, il y a une chaîne vers l'absentéisme, puis ensuite, il y a une chaîne vers le roulement. OK? Donc, on peut voir une chaîne là. Et aussi la performance. Quand la performance d'une personne diminue, dites-vous qu'il y a aussi un risque de départ. Donc, maintenant, si on parle d'un modèle prédictif, Mathieu, on est-tu d'un temps, là? Oui? OK. Si on parle de modèle prédictif, donc chez Syntel, ce qu'on fait dans CARA, on a un modèle prédictif là, pour prédire les risques de départ, puis je veux juste vous montrer un peu la démarche, là, comment ça se passe. Donc, les grandes étapes, c'est comprendre le problème, comprendre les données, OK? Donc, aller chercher les bonnes données, préparer les données, modéliser et trouver le bon algorithme là, qui va nous permettre là, de tester nos hypothèses et surtout d'arriver à un bon résultat. On évalue le modèle et ensuite, on le déploie en test là, pour nos utilisateurs. Si je regarde ici le cas d'un modèle de prévision des risques de départ, ben, comment on procède? Ben, on a des employés qui sont en poste, puis on a des employés qui ont quitté. Donc, mon cercle orange ici, c'est mes employés qui ont quitté. Mais de ce cercle orange-là, je me concentre surtout sur mes employés qui ont démissionné. Donc, les employés qui sont partis à la retraite, les employés qui ont eu qu'on a mis à pied pour manque de travail, etc., on n'en tient pas compte. Fait que là, ce qu'on tente de trouver, c'est qu'est-ce qui distingue mes employés qui restent par rapport à ceux qui ont démissionné. Et ça, ben, en utilisant l'historique de données, on est capable de calculer un risque de départ sur 100 pour chacun des employés qui sont en poste présentement. Et là, on est capable de voir si, puis là, on ne dira pas qu'ils vont quitter demain. Là. Dites-vous qu'il y a comme un délai, puis habituellement, là, c'est de 6 à 18 mois. Donc, dans 6 à 18 mois, on est capable de dire, bien, cette personne-là a un risque de départ. Les données nécessaires que ça prend pour ça, bien, c'est sûr que ça en prend des données. Là. Sans données, on ne fait pas d'analytique. Donc, on peut-tu avoir accès aux données? Les données sont-elles de qualité? Puis, est-ce qu'il en manque des données? Parce que ça se peut qu'on ait de la donnée. Par exemple, là, si on veut tester l'ethnicité, mais si cette donnée-là n'est pas présente pour la majorité des employés, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de leur ethnicité, s'ils font partie de la diversité ou pas, ben on ne pourra pas tester cette hypothèse-là si on l'a seulement pour un sous-ensemble d'employés. Puis aussi, la quantité de données, c'est un prérequis. Là. Ça prend beaucoup d'employés, mais ça prend aussi beaucoup de départs. OK? Donc, si on a beaucoup de départs, c'est qu'on a un problème de roulement. Là. Donc, ça prend ces deux prérequis-là. Et là, on va passer rapidement sur ça ici, mais on voulait vous les mettre pour ceux qui voudraient commencer à aller chercher la donnée nécessaire. Là. Bien, voilà les données nécessaires sur l'employé. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Puis là, je vais passer vite, mais vous allez avoir accès à la présentation. Fait que vous allez avoir accès
à ces diapos-là pour voir le contenu. Données sur l'équipe de l'employé, donc, qui est importante. On a des données sur le poste, donc tout ce qui est en lien avec le travail de l'employé. Données sur le gestionnaire de l'employé. Et aussi, de la donnée qui est super intéressante, puis que là est plus difficile à obtenir. OK? C'est tout ce qui est en lien avec la mobilisation, les sondages de mobilisation ou d'engagement. OK? Donc, les résultats employés, les résultats gestionnaires, ça, c'est intéressant à avoir. Mais comprenez que habituellement, quand on fait faire un sondage de mobilisation, on n'a jamais accès à la réponse que l'employé a donnée. Donc, c'est anonymisé, c'est confidentiel. Donc, ça devient complexe là, de pouvoir utiliser cette donnée-là, à moins de faire affaire avec une organisation comme nous, qui a un outil de sondage, puis que nous, on est capable d'aller relier l'employé avec la question, mais que vous ne verrez jamais le résultat. Mais ça pourrait faire augmenter le risque de départ de cet employé-là, étant donné qu'on comprend, on connaît les réponses aux questions. Aussi, de la donnée super intéressante, c'est tout ce qui est en lien avec les tests psychométriques que vous avez fait passer à vos employés, soit à l'embauche, soit avant une promotion. Ben, on est capable d'aller voir leur trait de personnalité et leur mettre étant donné le type de personnalité qu'ils ont, ça peut faire augmenter là, leur risque de départ. Donc, ce qu'on fait là, quand on a nos données, notre scientifique de données met ça dans le modèle, et là, ben, on obtient des prédicteurs de roulement. Puis bien entendu, on s'est basé sur les recherches qui ont été faites. Là. De temps en temps, on va tester des choses, OK? Parce que dans les recherches, on ne voit nulle part là, la distance du lieu de travail. OK? Dans les recherches, ça n'a jamais été testé. Est-ce que la distance du lieu de travail a un effet sur le roulement? Mais il y a des choses comme ça qu'on peut tenter de tester. OK? Est-ce que la personne fait partie d'une petite équipe ou d'une grande équipe? Des trucs comme ça qu'on va vouloir tester. Et ça, ben, ça va nous donner des variables qui sont les plus importantes et qui vont être prédicteurs du roulement. Ensuite, ben, ce que ça nous donne une liste des personnes. On prend ces prédicteurs-là, on les fait passer sur les personnes qui sont toujours en poste. Et là, on est capable de sortir un pourcentage de risque de départ. Puis là, ben, j'ai une liste ici là, avec des employés. Et là, Caroline Gagné, on est capable de voir que son risque de départ là, a passé à 87 dans les derniers mois. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Caroline, là, maintenant, elle a un risque de départ élevé. Ensuite, ben, ce qui est intéressant de faire, c'est tout ce qu'on appelle le prescriptif. Donc, nos employés qui sont à risque de départ, ça va servir de cible pour nos analyses prescriptives. Puis là, ben, ce qu'on veut faire, c'est on veut amener quelqu'un qui a un risque élevé, ben, on veut l'amener on veut baisser ce risque-là. Et donc, d'identifier vraiment des actions à poser pour baisser son risque de départ. Et là, ce qu'on peut montrer là, pour Caroline, il y avait 3 choses qui montraient les actions qu'on pouvait poser pour baisser son risque. Là. Bien, Caroline est à l'échelon le plus bas de son échelle salariale. Vous devriez réviser sa rémunération. Caroline n'a pas de plan de développement et n'a reçu que 8 heures de formation dans les 3 dernières années. Vous devriez mettre en place un plan de développement. Puis Caroline habite à plus de 40 km de son lieu de travail. Vous devriez appliquer la politique de télétravail pour Caroline. Fait que ça, c'est dans un cas bien précis. On est capable de venir sortir des actions qui vont permettre à Caroline de baisser son risque de départ. Dites-vous que c'est un risque de départ. Ça ne veut pas dire que Caroline va partir, mais en même temps, ça nous démontre les actions qui permettraient justement d'abaisser ce risque-là. Puis, ben, en conclusion là, de tout ce qu'on peut faire au niveau du prédictif, ben, la première chose, c'est est-ce qu'on a un problème de roulement? OK? Est-ce que c'est vraiment un problème de démission qu'on a? Puis est-ce que c'est parmi des groupes bien spécifiques, donc de bien ciblés? Il faut comprendre aussi bien nos données. Fait que avoir des données sur l'employé, sur l'équipe de l'employé, des données sur les postes, sur les gestionnaires, sur des données de sondage, ça vient vraiment, ça, faire en sorte qu'on a une accumulation de données qui nous permettent là,
de faire rouler des modèles prédictifs. Ensuite, en roulant nos modèles, on est capable de comprendre les prédicteurs de roulement. Mais ça aussi, en se basant sur des études, là, les méta-analyses qui ont été faites, on n'invente pas des nouveaux prédicteurs. Là. Et les études ont été faites depuis plusieurs années, donc on se base sur ces études-là. Puis on est capable d'établir une liste de personnes à risque de quitter. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait? Les actions qu'on peut poser, ben, d'un, c'est de discuter avec le gestionnaire, OK, de cet employé-là, pour voir à mettre en place des actions individuelles, mais ça peut aussi qu'on mette en place des initiatives de rétention ciblées. On se rend compte que c'est un groupe bien précis qui est à risque. Là, on n'est plus dans l'action individuelle, on va mettre en place une initiative qui va être ciblée. Et finalement, moi, je dirais, travailler sur votre climat de travail. Là, ça fait en sorte que vous baissez votre risque de départ. Puis, climat de travail, mais aussi tout le contexte organisationnel, tout ce qui est en lien avec les avantages sociaux, tout ce qui est en lien avec la charge de travail, ça aide beaucoup à faire baisser le risque de départ. Fait que Mathieu, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Là. Et merci beaucoup, André. Je vais te laisser peut-être changer la slide pour aller à la prochaine. Oui. Dans le fond, c'est un simple rappel pour tout le monde. On l'a dit au début, mais des fois que les gens auraient manqué le début. C'est juste pour vous rappeler que tout de suite après le webinaire, là, dans les 30 minutes, 1 heure après le webinaire, vous allez recevoir un courriel avec un sondage. Si vous avez le temps de le remplir, ça me fait toujours plaisir parce que ça nous permet de se mesurer. Justement, on est des gens d'analytique, hein, on aime ça se mesurer, savoir s'il y a des changements qu'on peut apporter, si ces webinaires-là sont appréciés. Vous allez recevoir la présentation avec un lien vers la rediffusion du vidéo vendredi cette semaine. Donc, on vous invite à vous inscrire au prochain webinaire. Si vous allez dans la section clavardage, là, le chat de Teams, vous allez voir que mon collègue Gauthier vous a mis un lien pour aller vous enregistrer au prochain webinaire, qui va être finalement là, le webinaire final de notre série de 4 webinaires sur la grande démission. Puis sinon, ben, on a toujours les formations qui sont disponibles. Comme on dit, par contre, celles-ci sont payantes, ce n'est pas gratuit, mais vous pouvez avoir des crédits d'éducation continue pour l'ordre des CRHA. Donc, maintenant, on s'est rendu à la période de questions. On a une question dans le chat. Ce que je vous invite à faire, ceux qui préféraient poser leurs questions là, de vive voix, juste à lever votre main virtuellement là, avec Teams. Et nous, on peut activer plutôt votre micro puis votre caméra. Donc, vous allez pouvoir nous poser la question de vive voix. Pendant que les gens commencent à réfléchir à lever leurs mains, moi, je vais commencer à te lire les questions, André. Il y avait Lucie Gagnon qui avait une question qui disait vous parlez toujours des mouvements vers l'externe. Où peut-on trouver de l'info sur la mobilité interne? Lucie, ben, en tout cas, je pense que je comprends ta question parce que je sais de quelle organisation que tu es et que vous n'avez pas beaucoup de mouvements vers l'externe, mais plus des mouvements internes. Bien, selon moi, il y a beaucoup de choses dans les prédicteurs de mouvements externes qui s'appliquent à l'interne. OK? Cependant, le contexte organisationnel, il reste le même. Fait que ce n'est pas ces prédicteurs-là, mais le leadership peut-être. Fait que, tu sais, cependant, tu sais, moi, la mobilité interne, la mobilité interne, c'est positif. Ça l'empêche, la mobilité externe, habituellement. Donc, quand quelqu'un décide de changer de poste, mais rester à l'interne, ben, c'est une bonne chose pour l'organisation parce que si on n'avait pas cette possibilité-là de mobilité interne, bien, peut-être que la personne aurait quitté. Là. Fait que, je ne sais pas, Lucie, si ça répond à ta question, là, mais moi, je pense que tu peux regarder les prédicteurs de mobilité externe, puis il y en a certainement certains qui s'appliquent à la mobilité interne. Parfait. Puis Lucie, si vous voulez faire un suivi, je vous ai activé votre micro. Vous pouvez parler des voix si vous voulez. Donc, sinon, pour les gens qui ne sauraient pas, je viens de réaliser, là, en haut, dans votre fenêtre Teams, vous devriez avoir une session clavardage et à droite, vous avez des émoticônes que vous pouvez cliquer. Donc, vous avez plusieurs choses, le pouce, le cœur et tout. Et à droite, complètement, on a une main. Donc, c'est là il faut cliquer pour pouvoir lever la main virtuellement pour qu'on puisse activer vos micros et vos caméras. Oui, c'est Lucie, André. Si je veux juste renchérir, c'est ce que je ne cesse de répéter dans mon organisation. Si le monde ne pouvait pas bouger à l'interne, il s'en irait puis il irait voir ailleurs s'il fait plus beau qu'à l'interne.
Sauf qu'il n'arrête pas de dire oui, mais quand il y a trop de mouvements, à un moment donné, ça vient jouer sur le moral des équipes, là, puis sur la charge de travail dans les équipes. Puis c'est un peu ça que j'essaie de saisir. Oui, Là, oui, je sais. Puis ça, c'est pas simple. Là. Tu sais, c'est quoi trop de mouvements internes? Là? Surtout, tu sais, puis j'ai vu des organisations où, tu sais, c'est des postes syndiqués. Donc, les gens allaient essayer une job pendant 3 semaines. Puis, j'aime pas ça, je reviens dans mon poste. Là. Puis, quand on vit ça à répétition, ça devient compliqué. Puis, justement, ça doit faire baisser le moral des troupes. Mais vraiment, Lucie, là, j'ai jamais rien vu de vraiment spécifique là-dessus. Là. Honnêtement, là, j'ai jamais vraiment rien vu. C'est quand qu'il y a trop de mobilité. Probablement, tu sais, qu'il faut comme faire des analyses puis se dire, ben, au-dessus d'un certain seuil, c'est trop. Mais avec des employés syndiqués, je ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Là. Hein? Fait que non, c'est vraiment une problématique. Là. C'est vraiment une problématique. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Tu sais, comment, je comprends que vous n'êtes pas toutes des organisations qui peuvent se payer un scientifique de données puis qui peuvent commencer à regarder les prédicteurs, mais comment vous, puis peut-être que je vous ai raconté aujourd'hui, vous dites toutes les choses que je savais, là, mais tu sais, ça vous donne-tu des idées de se dire, ben OK, on va cibler nos plus jeunes, ceux qui ont de l'ancienneté moins élevée, on va regarder les heures de formation, on va regarder nos avantages sociaux, on va faire un sondage sur le climat. Est-ce que, tu sais, ça vous a donné des idées là, pour tenter là, de minimiser ces risques de départ-là, puis de cibler peut-être des personnes, même si, tu sais, vous n'avez pas accès à toutes vos données, puis être capable là, d'aller vraiment faire des corrélations? Là. Est-ce que ça vous a donné quelques idées? On a Myriam Brousseau qui dit oui, cela me donne tout à fait des idées et on peut linker avec les stay interviews. Oui. Oui. Puis, Myriam, la même personne dit aussi très intéressant ces indicateurs, celui de la distance et de la grosseur d'équipe sont souvent oubliés. Pertinent de regarder cet angle. Et les solutions présentées pour favoriser la fidélisation sont conformes à la problématique. Merci. Oui. Diane, oui, ce sont toutes des solutions auxquelles nous avions pensé. Good. Et Véronique Vincent qui nous dit oui, tout à fait. Diane nous redit, on a fait des liens avec les profils de personnalité. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr que, tu sais, quand on a cette donnée-là de profil de personnalité, là, ça devient super intéressant, là. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça, là, les profils de personnalité de leur équipe, mais c'est une bonne chose. Des années de service débuté. Ouais, ouais. Oui. Bonne chose. Hein? Toi, quand tu as regardé la méta-analyse, André, c'est quoi la chose qui t'a le plus surpris, qui était peut-être le plus contre-intuitif? Ben, moi, c'est l'attitude, les aptitudes et compétences. Plus que tu as de l'aptitude et de la compétence dans ton métier, plus que tu es à risque de quitter. Ça, pour moi, c'était contre-intuitif, là, parce que d'habitude, plus tu es meilleur dans ton rôle, etc., plus tu te sens bien. Mais là, ça devient comme. Moi, j'ai fait un saut. Là. Je me suis dit, oh boy, ça veut dire que nos bons, là, ceux que. On a un risque, là, on a un risque là, qui est associé. Fait que pour baisser ce risque-là de nos bons, ben, il faut comme venir appuyer sur d'autres affaires. Là. Fait que l'engagement, la satisfaction, puis l'engagement en dehors vraiment des tâches, là, puis du travail, mais l'engagement qui va plus loin. Donc, est-ce que la personne s'implique? Est-ce que la personne a beaucoup d'amis dans l'organisation? Tout ça, là, son réseau interne dans l'organisation, à quoi il ressemble? Bien, ça devient important. Là. Ça veut dire que ça joue du coude pas mal aussi dans le recrutement. Ça, c'est pas une surprise. Par contre, là, que les top performants, on se les arrache.
Lucie, non, il n'y a pas juste eu des corrélations comme méthode statistique. Là. Il explique là, vraiment dans la méta-analyse qu'est-ce qu'ils ont utilisé là, pour faire. Moi, je parle de coefficient de corrélation parce que c'était le plus simple là, d'amener ça ici, là, mais ce n'est pas les seules méthodes statistiques là, qu'ils ont utilisées là, dans la méta-analyse. Tu pourras aller la chercher. Là. Fait que voilà. Toi, Mathieu, c'était la charge de travail, les heures travaillées qui t'avaient vraiment surpris, hein? Oui, que plus qu'on avait une charge de travail, plus qu'on travaillait d'heures dans notre semaine, que plus on était à risque de rester. C'était le contraire. Là, donc, j'aurais pensé le contraire. Mais j'ai des jeunes enfants, fait que c'est peut-être pour ça. Ouais, ben voilà. Hein? Fait que Oui, s'il s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. Donc, attendez notre courriel là, qui vous devrait arriver dans la prochaine heure. Puis sinon, si vous avez d'autres questions en cours de route, ne vous gênez pas. Il y a l'autre slide après où il y a mon courriel, là, André. Hop, j'aurais dû faire ça, là, que je ne suis pas bonne. Pas de problème. Ben non, là, pas pour... Voilà. Hein? Ben, attends une minute, je l'ai. Voilà, nouvelle slide. C'est assez simple. Mathieu Barry, Saint-El. Donc, envoyez-nous nos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Fait que sur ce, un gros merci d'avoir participé à notre webinaire d'aujourd'hui, puis en espérant vous voir le mois prochain.